Et vous êtes là pourquoi? Pour me reposer. Ah, ça, ici, vous allez même reposer en paix. J'ai rien à faire dans ce mouroir. Faudra en discuter avec le médecin. Trouver une solution. Vous allez me sortir qu'il me reste un mois à vivre, mais que ça va être formidable. C'est vraiment un asile de fous. Mais je dis pas ça pour moi. Pas du tout, je suis en train de mourir. On va le sortir, hein, quand même. Nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Embrasse-moi, embrasse-moi beaucoup, comme si cette nuit était la dernière fois. Et c'est quelques heures après avoir partagé cette musique que mon père s'est éteint il y a 5 ans dans la sérénité de l'unité de soins palliatifs du CHU de Nice, dirigée par le docteur Jean-François Siès, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et à qui j'avais promis que je ferais tout ce qui était en mon possible pour le remercier, lui et son équipe, de s'être occupés aussi bien de mon père. Alors, là, j'ai le plaisir d'accueillir justement Dr Flora Tremella, responsable de l'unité mobile de soins palliatifs du CHU de Nice, donc centre dirigé par Jean-François Siès, et qui interviendra en un réjouissant duo collaboratif interinstitutionnel avec le docteur Élise Gilbert, responsable de l'hôpital de jour Dispo, soins de support du centre Antoine Lacassagne. Donc on voulait remercier Jean-Marc Benatar de nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer. Donc les remerciements de Flora et du département de soins palliatifs de l'Archer, et de moi-même et de Lacassagne. Et quand il nous a parlé de cette conférence, on voulait mener cette réflexion autour de la vraie vie, autour d'un vrai patient. Donc en échangeant le parcours d'un vrai patient qu'on avait eu en commun. Et c'est vrai que pour montrer que quand le patient est au centre, l'élaboration d'un projet de soins, d'un projet de vie commun entre 2 équipes et 2 institutions différentes, parfois concurrentes, est possible et parfois souhaitable même. Et donc on s'est réunis avec Flora, et c'est vrai que l'histoire de Monique, nous l'appelons Monique, s'est imposée facilement à nous parce que c'est vraiment une patiente, une personne qui a beaucoup marqué nos équipes et qui nous a beaucoup interrogés sur nos pratiques. Donc on voulait partager ça avec vous. Donc nous recevons Monique pour la première fois en hôpital de jour soins de support en avril 2015, donc au centre Antoine Lacassagne. Donc comme avant chaque rencontre avec des nouveaux patients, avant qu'ils arrivent, en équipe on se réunit. On essaie de retracer le parcours de soins grâce au dossier du patient, ses antécédents, pour pouvoir le connaître et connaître son histoire avant même de le rencontrer. Donc on apprend que cette patiente de 52 ans a présenté en mars 2014 un cancer ORL, donc de la gorge, avec des métastases cervicales, qui a été traité par radiothérapie seule. Et puis malheureusement, en octobre 2014, elle a présenté une récidive tumorale qui là a nécessité une chirurgie. Donc les chirurgies ORL sont des chirurgies lourdes, mutilantes, donc avec des séquelles importantes pour les patients, et notamment celle qu'elle ne peut plus s'alimenter normalement par la bouche et alimentée par une sonde nasogastrique avec une alimentation entérale par poche. On note dans le dossier que durant son hospitalisation en chirurgie, l'appel au psychiatre a été demandé devant un syndrome dépressif avéré qui pouvait se montrer par des périodes d'apathie, de mutisme, voire même d'opposition aux soins. Donc un traitement avait été mis en place avec un suivi. La suite médicale de sa chirurgie se passe sans encombre, et la patiente est transférée en maison de convalescence pour la suite de ses soins. Elle revient régulièrement au centre en consultation pour revoir son chirurgien et le médecin nutritionniste pour la suite de son alimentation. On note dans les comptes rendus du chirurgien, je cite, « De gros troubles psychologiques freinent la rééducation active pour la reprise de l'alimentation ». Et le médecin nutritionniste
a posé plusieurs fois l'indication d'une gastrostomie, c'est-à-dire un petit bouton qu'on met en regard de la peau qui va directement à l'estomac, qui permet, quand les alimentations sont plus longues, de pouvoir enlever la sonde et de faciliter l'alimentation artificielle. Cette solution avait été refusée à plusieurs reprises par la patiente. Donc, devant l'apparition de douleurs nouvelles au niveau cervical, Monique a également bénéficié de consultations avec un médecin spécialisé dans la douleur, qui avait noté une souffrance globale très intense et avait posé l'indication d'une hospitalisation pour une prise en charge globale, qui avait été refusée aussi par la patiente. Donc un traitement antalgique avait été adapté et on l'avait adressé en urgence pour une prise en charge globale. J'en profite pour préciser en 30 secondes le principe d'hôpital de jour, soins palliatifs, soins de support. C'est un service assez récent où donc en ambulatoire, chez les patients qui sont chez eux ou en maison de repos ou dans d'autres services hospitaliers, on fait une prise en charge globale avec une équipe pluridisciplinaire pour essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients en soins palliatifs et d'élaborer avec eux un projet de vie avec une coordination avec les équipes de ville ou des autres services qui le prennent en charge pour pouvoir avoir une cohérence dans la prise en charge. Donc à l'arrivée dans le service, Monique dans le couloir est prostrée sur le brancard, hyperalgique. Quand nous essayons de nous présenter, de rentrer en contact avec elle, la seule chose qu'elle nous répète, c'est « laissez-moi mourir, faites-moi mourir, je veux mourir ». Donc nous l'installons dans sa chambre et nous commençons à lui expliquer un petit peu le but de ces quelques heures avec nous. Mais quand nous l'incitons à mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, elle nous répond « À quoi bon? De toute façon, personne ne m'écoute jamais ». Donc nous nous installons avec elle dans sa chambre et je m'assois et un long moment, ça a été très long. Et en lui offrant cet espace, en disant que nous sommes là pour elle, que nous avons tout le temps et que si elle nous accorde sa confiance, nous serons là pour justement l'écouter. Donc à un moment donné, parce que j'ai la bougeotte souvent, comme on peut voir, donc je gigote un peu sur ma chaise, donc elle attrape ma main et la serre très fort, toujours sans parler, et nous restons comme ça encore un long moment. Je souligne ici l'importance en soins palliatifs que les soignants mettent au silence et au respect de ce silence des patients, alors qu'il y a des études qui prouvent qu'un médecin met 23 secondes à interrompre son patient qui est en consultation pour diriger l'entretien. Donc c'est un grand travail contre nature parfois pour les soignants de soins palliatifs, mais que ça nous arrivons à apprendre et à cultiver pour respecter ce silence du patient et ne pas essayer de remplir ce vide qui pourrait paraître pesant et qui est pourtant si important. Et puis finalement, elle nous fait ce cadeau de nous accorder sa confiance et elle commence à exprimer sa souffrance. Sa souffrance physique d'abord, où elle décrit parfaitement ses douleurs de façon très cohérente, très clinique. Donc ces douleurs de la face qui irradient dans le cou. Et elle note une nette aggravation de ses douleurs depuis 15 jours. Date à laquelle elle a été transférée d'un service à un autre, d'un étage à un autre dans son maison de convalescence. Et puis elle exprime aussi, elle nous livre sa souffrance morale. Et elle nous dit « Je ne me sens plus comme un être humain. À quoi bon ?» Donc Martin Winkler, qui est médecin, écrivain et faisant partie d'un centre de recherche d'éthique, dit « C'est la parole du patient qui désigne le soignant. C'est elle qui décrit la situation, le fossé, le ravin, le gouffre dans lequel se trouve le patient. C'est elle qui fait appel au soignant, à celui-là et pas à un autre. Sans la parole du patient, il n'y a pas de soignant. » Donc là, le lien a été créé. Monique accepte que nous la perfusions pour entamer des traitements antalgiques par voie intraveineuse. Et parallèlement, donc pendant que les traitements font effet, on découvre le courrier du médecin de soins de suite, donc de la maison de convalescence dans laquelle elle est toujours prise en charge, qui nous décrit une prise en charge difficile avec une difficulté de leur équipe, surtout dans la prise en charge de la douleur. Et il nous dit « Le patch de morphine a été stoppé il y a 15 jours, donc, je vous rappelle, c'est là où elle date la reprise de ses douleurs, parce qu'elle a eu des effets secondaires à type d'hallucination,
ce qui est possible. Hein. Et du coup, il ne savait pas trop quoi faire, donc il lui donne des toutes petites doses de morphine de temps en temps, mais comme ça ne fait rien, ça les conforte dans l'idée que sa douleur n'est que morale et qu'elle n'a pas de vraie douleur physique. Et il s'appuie sur les antécédents dépressifs, voire psychiatriques de la patiente qui les confortent là-dedans. Et puis la patiente, comme il ne savait pas trop comment lui annoncer, ils lui ont mis un patch de Nicopatch à la place du patch de morphine pour lui faire croire qu'elle était toujours sous morphine. Donc le Nicopatch c'est pour le sevrage tabagique, donc c'est de la nicotine. Et donc la patiente est persuadée d'avoir un traitement antalgique adapté. Et elle dit, à quoi bon? Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne marche pas. Donc, au fur et à mesure de la journée, Monique s'apaise un peu, les douleurs aussi un petit peu, et puis elle se livre. Donc, elle me dit qu'elle finit par accepter les soins corporels de confort que les soignants lui proposent. Donc, la toilette qu'elle nous dit avoir refusée depuis plusieurs jours en maison de repos. Et puis elle se livre, elle nous dit qu'elle vit seule, isolée, toute sa famille, dont sa mère, habite dans le centre de la France, avec des relations a priori compliquées, mais elle ne s'étend pas dessus. Et puis sa personne de confiance, c'est son voisin, qu'elle dit qu'il s'occupe d'elle quand elle a besoin. Elle accepte de rencontrer la psychologue de notre service, et elle lui dit ne pas pouvoir trouver d'issue ni de soulagement possible à toute cette souffrance. Finalement, après ces quelques heures avec nous, elle accepte l'hospitalisation en médecine traditionnelle, donc à la Cassagne, pour la prise en charge symptomatique. Nous avions déjà évoqué avec elle les unités de soins palliatifs et avions déjà présenté l'unité de soins palliatifs de l'Archer à moyen terme pour lui expliquer comment ça se passait s'il y avait besoin. Donc, pendant l'hospitalisation, la pose de gastrostomie est organisée par le médecin nutritionniste, sans traçabilité de si ça a été réexpliqué à la patiente, alors qu'elle avait refusé plusieurs fois. Et on fait une imagerie, un scanner, pour expliquer pourquoi ces douleurs, qui montrent des lésions osseuses, qui cadrent avec ces douleurs, et une récidive tumorale. Une radiothérapie est organisée pour stabiliser une fracture possible du rachis cervical à visée antalgique et préventive. Malgré la prise en charge devant la persistance d'une souffrance globale intense, le transfert en USP est organisé. Donc nous, sur l'USP, nous recevons Monique en mai pour adaptation du traitement antalgique et élaboration d'un projet de lieu de vie. Monique est donc atteinte de ce cancer de la gorge et a beaucoup de mal à s'exprimer. Les différentes opérations ont altéré ses cordes vocales. Elle est donc alimentée par cette GPE, ce tuyau dont vous parlez Élise, au niveau de l'abdomen, qui est directement relié à l'estomac pour lui permettre de recevoir une alimentation artificielle. Elle, de ce tuyau, elle en parle comme d'une vrille. Son cancer l'empêche de manger, d'avaler. La nourriture lui manque. Elle dit que c'est le sel de la vie. Elle me parle de la sensation qu'elle procure, du goût, des saveurs. Pour elle, se nourrir, c'est aussi partager des repas. Malgré les traitements engagés, Monique a mal, les douleurs au niveau de l'hémiphase et de cette GPE, douleurs insupportables, douleurs intolérables. Monique me dit, lors d'un des premiers entretiens que j'ai avec elle, « Je ne peux plus supporter l'insupportable. Je ne peux plus rien faire d'autre que de me regarder dépérir. Je veux mourir. » Monique ne peut plus supporter la douleur qui la tenaille, jour après jour, douleur physique et douleur morale. Monique ne peut pas vivre, parce qu'il est absurde de vivre avec cette certitude qu'il n'y aura aucune raison objective d'attendre un lendemain qui ne peut amener au mieux que la répétition ou même l'aggravation de ce qu'elle ne peut déjà plus supporter le jour même. Il est absurde de continuer. Continuer n'a pas de sens, dit-elle.
Il est temps d'arrêter et en même temps, on ne voit pas très bien ce qu'elle pourrait décider de différent, Monique. À mon sens, la première manifestation d'une solidarité humaine n'est pas de mettre à disposition les moyens pour permettre à Monique de mourir, mais plutôt de réfléchir comment, non pas donner un sens à sa mort, mais à sa vie, jusqu'au bout. C'est-à-dire lui dire finalement qu'elle lui donner des raisons d'attendre un lendemain. C'est lui dire aussi qu'elle a sa place et que nous, on ne l'abandonnera pas. Parce que peut-être que ces quelques mois qui nous restent à vivre sont-ils plus importants que toutes les années passées. Ça, c'est Tolstoï qui avait écrit ça dans une lettre à sa femme. En repoussant les limites de la vie, la médecine semble gagner du terrain sur la mort, au point d'oublier presque son caractère irréductible. Et l'entrée en phase palliative est souvent vécue par les médecins, par les soignants, comme un échec. Échec de cette médecine toute puissante à guérir. Avec la situation de Monique, ce sont nos repères personnels et professionnels qui sont mis à mal. Nous sommes questionnés sur notre capacité à faire face à cet état de chaos, d'impuissance. Monique, là, fait l'expérience d'une violence démultipliée. Violence faite au corps, violence de l'exclusion sociale, violence de la perte d'autonomie. Le défi de notre unité, c'est de tenir face au chaos. C'est de permettre à Monique, face à la violence de ce qu'elle traverse, d'ouvrir le champ des possibles. D'ouvrir un espace dans le cadre de l'institution où peuvent se vivre les affects et les représentations singulières. Ça passe d'abord par un travail d'équipe, mais je veux dire un vrai travail d'équipe, pas seulement une juxtaposition des rôles, avec dans cette équipe des compétences multiples dans un respect des places et des fonctions de chacun. Ensuite, en préservant des espaces d'initiative et de créativité. Prendre soin de Monique, c'est d'abord soulager sa douleur physique. On s'attache ici à soigner, à limiter les symptômes physiques pour améliorer la qualité de vie. Ici, et le professeur Baquet en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de prise en charge systématisée. Il n'y a pas un symptôme, un diagnostic, un traitement, mais un patient, un contexte pathologique et socio-familial et des prises de décision individualisées. En USP, soulager, ça veut dire aussi parfois oser, innover, parce que les recommandations sont pauvres, que chaque situation est singulière. D'où l'importance aussi de la recherche que l'on développe de plus en plus dans le service, et en collaboration aussi avec les autres équipes, et notamment l'équipe d'Élise. Ça peut vouloir dire, par exemple, oser endormir un patient pour une toilette, pour des soins douloureux. C'est le malade qui guide le soignant, qui sait ce qui est bon pour lui, qui sait ce qui fait mal ou ce qui ne fait pas mal. Croire le malade, toujours. Un autre matin, à la visite, Monique m'interroge. Pourquoi est-ce que quand je disais que j'avais mal, on me disait « ça va aller ». Pourquoi on ne m'a pas expliqué cette GPE? Je l'ai subie. Et je n'ai pas su répondre. Était-ce là la défaite de la prouesse technique? Aurait-on oublié l'homme, la femme vivant dans ce corps? Prendre soin de Monique, c'est lui porter une attention particulière. C'est préserver son identité. Un autre jour, elle montre à l'équipe sa cicatrice qu'elle trouve affreuse. Elle est pourtant fine et rosée. Elle nous montre sa bouche, sa joue déformée. On en revient à la question du regard. Notre regard à ce moment-là est primordial et il ne peut se réduire à un échange purement médical. Ce regard est une réponse, un échange non verbal essentiel pour que Monique soit reconnue. Un regard qui ne se réduise pas au corps qui se dégrade, mais qui dise qu'elle vaut plus que ce que nous pouvons voir.
Si la médecine tente le plus possible d'atténuer la douleur, elle reste parfois impuissante face à la souffrance qui l'accompagne. Un des enjeux majeurs de la relation de soins, me semble-t-il, est alors d'accepter qu'il n'y ait parfois pas de réponse. La réponse se trouve dans l'accueil de cette plainte. La seule réponse est notre présence et notre écoute attentive. Car la plainte, c'est avant tout la parole du malade qui, comme le disait Élise, la plupart du temps, est circonscrite dans un cadre étroit d'interrogatoire. Accepter et entendre la plainte, au-delà de notre impuissance, laisser s'exprimer le malade dans une disponibilité et une attention aiguë, sont des objectifs rarement atteints. On en fait le constat, nous, chaque jour. Car la tentation est bien réelle de remettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. Comment ne pas sacrifier l'individualité et la liberté de l'autre au nom de ce que nous faisons comme idée de ce qui est bien pour lui. Accompagner, ce n'est pas guider, mais accepter l'autre et s'engager avec lui. Accepter ses colères, ses dénis, ses silences, ses errements. Le bon docteur, le chirurgien, a dit à Monique « Ça ne va pas mieux ? Non, mais vous inquiétez pas, non, ça va, tenez le coup, on va trouver, vous verrez, ça ira. » Mais ça ne va pas. Monique est moins en prise avec ses douleurs physiques, mais la GPE l'entrave, la fait souffrir. Elle s'interroge sur l'évolution de sa maladie, la possibilité de pouvoir de nouveau s'alimenter seule et retirer cette gastrostomie qui la fait tant souffrir. Monique est en colère, elle veut revoir le bon docteur. Je recontacte Élise pour organiser un nouvel hôpital de jour dispo. Donc, quand Flora m'appelle, on a essayé de trouver un créneau pour que le chirurgien puisse venir voir sa patiente à un moment donné dans le service en lui laissant quand même une plage entre 9h et 16h à sa convenance. Il a trouvé très saugrenu que je l'appelle pour venir parler à sa patiente. Ça a été compliqué d'organiser le rendez-vous. Quand Monique arrive à la date prévue, elle est contente de retrouver l'équipe et on sent qu'elle attend beaucoup de son entrevue avec le chirurgien. Elle nous pose les mêmes questions qu'elle compte lui poser, si elle va guérir, si elle va relonger. Il nous explique que ces réponses qu'elle attend vont influer sur son projet de lieu de vie. Savoir si elle va pouvoir rentrer vivre toute seule chez elle ou s'il va falloir qu'elle soit accompagnée, donc avec un retour éventuel auprès de sa famille et de sa mère dans le Massif central. Enfin, oui, dans le Massif central, le Nord. Donc, le Grand Nord. Donc, quand le chien arrive en coup de vent, j'essaie de l'attraper dans le couloir pour lui exposer tout l'enjeu et pour lui bien montrer l'importance et tout ce qu'attend la patiente de cet entretien. Donc il est mal à l'aise, choqué, voire choqué, c'est vraiment par mon insistance à ce qu'il lui dise la vérité. Mais je ne peux pas lui dire que je ne peux pas la guérir. Et donc il me dit, mais tu es monstrueuse. Tu n'as pas de cœur et tu fais ça tous les jours en plus. Oui, j'assume. Je voyais le décalage entre ce qu'attendait la patiente et la difficulté, que je respecte, qu'il avait, en soulignant ça semblait cette dichotomie totalement absurde entre une médecine hyper technicienne, où le médecin est dans le fer et qui pourrait peut-être lui enlever la corvée, entre guillemets, bien sûr, de parler à ses patients. Et puis laisser ça aux autres médecins qui ne savent pas qui n'ont pas ce savoir-faire et cette technicité, qui, du coup, comme ils ne savent pas faire autre chose, ont le temps et la possibilité de parler aux patients. C'est cynique, mais pas tant. Donc je lui propose de venir l'accompagner pour faire
faire un peu médiateur, comme on fait régulièrement dans le service, dans les réflexions collégiales avec les spécialistes, ce qu'il refuse. Donc je le respecte. Et donc je retourne, l'entretien était assez bref, hein, et je retourne voir Monique après son départ. Monique est en colère, elle n'a pas eu toutes ses réponses, mais elle a bien compris qu'elle ne guérirait pas. Alors nous prenons un long moment pour reformuler, échanger, et surtout, comme le disait Flora, insister sur ce point essentiel qu'est le non-abandon. Voilà. C'est pas comme vous dites, parce qu'il n'y a plus rien à faire au niveau de la maladie, qu'il n'y a plus rien à faire auprès de cette patiente, bien au contraire. Et donc, à la fin du séjour avec nous, Monique a bien compris l'objectif palliatif de sa prise en charge, et nous la réalisons pour la suite en USP. Et là, on fait le constat des dégâts apportés finalement par un savoir extérieur qui refuse d'écouter ou d'entendre la spécificité de l'autre, parce que c'est trop chronophage, peut-être, ou trop douloureux. Et prétendant agir au nom du bien-être de l'autre, et on voit à quel point ça peut être dévastateur. Monique sait, elle, et elle a peur, elle a besoin qu'on l'entende, elle a besoin d'évoquer les conditions de sa toute fin de vie qui l'effraient, le risque hémorragique, l'asphyxie. Elle ne veut pas de cette fausse réassurance. Elle me dit « J'ai bien vu qu'il n'était pas à l'aise, à ses yeux, à ses gestes. Il me disait ça va aller, mais rien qu'à son regard, j'ai vu que j'allais mourir. » L'unité de soins palliatifs est un lieu parfois méconnu qui étonne ceux qui le découvrent, regrettant parfois de ne pas en avoir entendu parler plus tôt. On ne meurt pas tout à fait au bout des 30 jours à l'USP non plus. On y prend en charge des patients atteints de maladies graves et évolutives, mais pas uniquement en phase terminale. C'est un lieu d'une grande technicité pour répondre à des symptômes complexes et qui s'inscrit à la fois dans un temps autre où l'humain a paradoxalement plus de place. Il est ainsi question de temps, mais il est aussi question d'espace, de permettre à Monique de ne pas être une malade, mais bien un sujet à part entière. Dans la chambre de Monique, comme dans toutes les chambres sur l'unité, il y a un tableau blanc. Pour Monique, c'est une manière de personnaliser sa chambre, de créer un cocon. Elle en parle comme d'un chez-soi, entre guillemets, qui participe à cet effet enveloppant. Au-delà, et grâce à l'association Palliaed et avec la volonté de Françoise, notre gouvernante et des bénévoles, nous pourrons mettre en place des petits riens qui finalement forment un tout pour recréer du lien social et ramener un souffle de vie à l'hôpital. L'association permet aussi, en collaboration avec le CHU, de ramener l'art à l'hôpital, d'ouvrir une fenêtre. On propose alors à Monique un nouvel espace pour s'exprimer différemment. Une rencontre avec Sandrine, art-thérapeute. Monique se délie. À travers la musique et la danse, dans ses ateliers, Monique redonne de la voix à son corps. Elle se le réapproprie. Dans le processus du mouvement et de l'invocation de la musique, Monique crée une autre forme de langage. Monique confiera à Sandrine, lors de leur dernière séance, que lorsqu'elle a écouté la musique, elle a pleuré, parce qu'elle a trouvé ça beau. Elle a été transportée tellement c'était beau. Alors Sandrine, c'est certainement les petites perles de pluie d'un pays où il ne pleut pas, pour Monique. À la fin d'une séance, elle dit à Sandrine son désir de manger une glace. Elle me dit qu'elle ne veut plus qu'on l'alimente artificiellement et que ça ne lui manque pas. La question des thérapeutiques revient régulièrement dans nos réunions en staff. Il est finalement décidé de suspendre cette alimentation par la GPE qui l'a fait souffrir. Le risque de fausse route est accepté. Monique mange des glaces, beaucoup de glace. Lors de notre dernière entrevue, Monique est en meilleure forme. Elle me parle des rencontres faites à l'hôpital, de Sandrine,
de Françoise Sabonnefay et des soignants comme des petits trésors à mettre précieusement dans un tiroir de sa tête. Peu à peu, il n'est finalement plus question de projet de mort, de savoir comment en finir, mais de projet de vie. Monique envisage d'aller à Vichy pour y retrouver sa famille avec laquelle les relations ont toujours été très ambivalentes. Les soins apportés au corps, la parole qui s'y est articulée, la présence à l'autre, l'art, se sont là fait repère pour soutenir cet élan de vie. Le départ de Monique est prévu très prochainement. Monique ne peut pas être hébergée par ses proches, sa maman est elle aussi très fatiguée. Faute de structures plus adaptées, elle est finalement transférée en service de SSR, soins de suite et de réadaptation. On l'a dit, les lieux de soins palliatifs ont leur importance, mais peut-être plus encore le fait qu'une telle approche diffuse dans l'hôpital et dans d'autres lieux de la société. J'aime beaucoup cette phrase d'Agnès Bressolette qui dit « Le vivant se ferait un chemin dans le ténu, le fragile, et des espaces et du temps sont nécessaires. De tels lieux sont essentiels dans un monde où la condition, l'efficacité, la rentabilité sont maîtres. Quand la famille nous envoie un petit mot et des fleurs pour nous remercier de nous être occupés d'elle, l'un de nos collègues demande « Je ne comprends pas, il t'offre des fleurs pour te remercier alors que tu ne l'as même pas guéri, mais c'est vraiment n'importe quoi ton métier. » Et nous, de nous souvenir pourquoi on fait ce métier. Parce que répondre à l'inhumanité que subit l'homme exige d'humaniser davantage.